il nous arrivait de nous demander est-ce que les autres sont comme nous. On savait de quoi on parlait, Cécile et moi. Cécile a toujours remué ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a connu, ce qu'elle a rencontré. Elle remet ce qui était arrivé en Lituanie, ce qui était arrivé quand elle était à Paris. Quand, enfant, elle habitait au 4e étage d'une maison et qu'elle voyait dans la cour des poubelles, et que les poubelles qui étaient posées dans la cour, sous un petit appentis, lui faisaient penser, elle qui arrivait de là-bas, à la souka, cette petite cabane que l'on construit une fois par an, chez les Juifs. Et son père lui avait dit, mais non, c'est pas une souka. C'est là qu'on met les ordures. La première petite blessure qu'elle avait dû ressentir là. Le dessin ou la gravure, peut-être les peintres, permettent d'aller à la fois dans ce qui se développe en dessous vos yeux et dans ce qui vient derrière les yeux. Une partie de ce que j'ai essayé d'écrire est venue en prenant des notes tout en dessinant. Pour Cécile, une partie aussi de ce qu'elle a écrit ne s'est pas passée tout à fait de la même façon, mais là aussi elle voyait et revoyait des phrases, des morceaux de pays. Elle entendait des conversations qui revenaient. Il y a à travers ce travail qui est à la fois manuel et qui demande beaucoup d'attention et présence et absence étant liées l'une à l'autre. Il y a une grande place pour ce que pompeusement on pourrait dire la méditation. Est-ce que plus simplement, sans pour autant l'appeler le ressouvenir, dire que le passé arrive à sauter par-dessus toutes les frontières créées par le temps, ou bien que le temps lui-même comme le vent au Cousa, passait à travers toutes les bouchures, sans perdre de sa force et de sa violence. C'était toute la différence entre cette vie dans le Berry et la vie dans la cour, autour de la cour. Là-haut, dans les forêts, le vent soufflait au-dessus, à la hauteur de la toison des arbres. Mais dans une forêt, en dessous de la toison, on ressentait le vent, mais il fallait pour vraiment être fouetté par lui, quitter la forêt et marcher sur les montagnes, dans les herbes hautes. À ce moment-là, le vent vous bousculait de façon beaucoup plus violente qu'ici. Mais nous allions rarement sur les montagnes. On allait beaucoup plus dans la forêt. Ce qui revenait dans la tête de Cécile et dans ma tête, et que nous mettions parfois en commun, en partage, demandant à l'autre « Est-ce que je t'ai déjà dit » ou « Qu'est-ce que tu penses de ?» Comme si on s'était mis à parler d'un livre. Son livre à elle, de sa vie, mon livre à moi, de la mienne. Une rencontre, je dirais plutôt rare, se produisait avec le père de Cécile. Il se disait mal en venant nous voir à la cour, encore moins bien en venant nous voir au Cousin. Il avait besoin d'être chez nous pour s'isoler davantage, lui qui vivait en grand isolé, lui qui avait passé toute sa vie en solitaire, ayant élevé sa fille pendant une dizaine d'années. Au reste, quand elle était toute enfant, élevée en Lituanie par les grands-parents de Cécile, et ensuite la guerre les avait séparés.
et elle n'était plus jamais retournée chez lui. Quand il revenait à la maison, nous nous promettions de ne pas faire trop attention à ce qu'il pouvait dire. Nous savions qu'il y aurait un moment où, avec un certain acharnement, il refuserait ce que Cécile lui faisait. Il refuserait ce que Cécile lui dirait. Il avancerait, je suis sourd, j'entends pas, c'est pas la peine de me parler. Pour dire le lendemain, je suis toujours tout seul, vous vous occupez pas de moi. Je n'osais pas lui dire, mais hier, quand Cécile a voulu vous parler, ou quand moi j'ai essayé de discuter avec vous, vous avez dit, j'entends rien, je suis sourd, parlez plus fort, mais c'est pas la peine. Quand elle vous fait du poulet, pour vous faire plaisir, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute à nous de bouffer du poulet? Vous dites, fallait pas le faire pour moi. Je vous disais, mais vous n'aimez pas ça? Non, mais j'en mange jamais, c'est pas la peine. Tout ce qu'on vous met sur la table, vous dites non. Au fond, c'est pas vrai, vous n'êtes pas ça. Oui, d'accord, je dis tout ça, mais je ne le lui ai jamais dit. On voyait qu'il descendait tout doucement et progressivement. Il n'était pas de plus en plus sourd, il était de plus en plus isolé. Il me demandait comment allait ma mère. Il savait que mon père était mort, il était venu à l'enterrement. Il était allé à l'enterrement, comme à tous les enterrements. Pour lui, c'était vaut mieux lui que moi, vaut mieux elle que moi. Un enterrement le ragaillardissait. Ma mère n'avait pas pu rester à Paris. Je lui avais trouvé une maison où j'allais la voir de temps en temps. Mon père, mort, avait un peu détruit ma mère. Mais je voulais que les quelques années qui lui restaient soient des années où une certaine tranquillité, banalement la douceur, puisse lui être donnée généreusement. Je l'avais visitée assez souvent. J'étais content de la retrouver. Mais très vite, elle ne supportait pas d'être obligée de taire la vie qu'elle avait eue. Et avec les voisines et les voisins, là où elle était, dans cette maison, au calme, pas dans une chambre avec deux autres, mais dans un petit appartement, où j'avais fait venir certains de ses meubles, fauteuils, draps, chaises, cadres, radio, télé, recréant autour d'elle tout un petit confort. Je venais la voir et elle m'accueillait en étant heureuse et 5 minutes après, elle s'assombrissait. J'avais fini par admettre et par savoir que lentement, elle glissait. Là où j'ai vraiment été en alerte, c'est quand, arrivant dans sa chambre, venant vers moi, me serrant contre elle, lui disant « Assieds-toi là, moi je me mets devant toi. Dis-moi si tu as reçu des lettres de tes amis. Dis-moi ce que tu as fait hier, ce matin, ce que tu vas faire demain. Parle-moi un peu. » Elle m'a dit « Laisse-moi monter sur tes genoux. Je voudrais que tu me prennes dans tes bras. » J'ai cru que c'était normal, que ma mère, à 80 ans, avait envie de venir sur mes genoux. Je l'ai donc accueillie avec beaucoup de tendresse. Elle s'est mise sur mes genoux, mais quelques minutes après, elle me rappelait Jeannine Griot. Elle essayait de monter plus haut que mes genoux. C'est comme si elle avait voulu monter sur mes épaules. Je lui ai dit, reste là, calme-toi. Je t'ai demandé de me raconter qu'est-ce que tu as fait hier. Et si tu t'en souviens pas, de me dire qu'est-ce que tu as fait ce matin. Moi, je te dirai après qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que Cécile a fait. Qu'est-ce que les châles, les chiennes, comment est la vie là-haut. Et puis nous irons dans quelque temps là-haut. On passera une journée, tu dormiras à la maison, puis je te ramènerai ici.
Alors, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a? Et ma mère s'est serrée contre moi, a mis ses bras autour de mon cou, s'est mise à pleurer et m'a dit « J'ai froid ». Je me suis mis à parler un peu de tout. Elle ne s'intéressait plus à ce que je disais. Je l'ai laissée. Je suis revenu la voir très peu de jours après. J'étais prêt à ce qu'à nouveau elle revienne sur mes genoux. Elle m'a dit « Je ne suis pas bien. Tu as mal où ?» Je ne sais pas, je me suis perdu. Il paraît que je me suis perdu hier. Dans la maison? Non, je suis sorti, j'étais dans le parc. Et puis du parc, j'ai, paraît-il, sorti dans la rue. Et puis là, j'ai marché. Et puis on m'a dit qu'on m'avait ramené. J'aime pas ça. Il faudrait que je voie un médecin. Je l'ai conduite à un médecin. Dans la voiture, bien arrangée, elle était allée au coiffeur, pimpante, les ongles bien faits. C'était pour elle la sortie, elle était heureuse. Je lui ai dit, quand nous sortirons du médecin, nous prendrons quelque chose dans un café. Tu es d'accord? Ah oui, j'ai envie. On roulait, on s'approchait lentement de Châteauroux. Elle m'a dit tout à coup, tu sais, si je voulais, je pourrais encore avoir des enfants. Je dis oui, c'est possible. Je pourrais en avoir un et même deux. Bien sûr, on peut avoir des enfants jusqu'au bout de la vie. Sarah, dans la Bible, elle en a eu à 75 ans, je crois. Oui, mais moi, j'ai pas 75 ans. Non, c'est vrai, tu as... Et je me suis retenu. J'ai réalisé, je crois, que ma mère ne savait pas qu'elle avait 80. Peut-être 81. Je lui ai dit, tu en as parlé de ça avec tes voisines? Ah non, elles sont trop vieilles. Ah oui. On arrivait à Châteauroux. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir peut-être dire au médecin, ma mère m'a dit ça dans la voiture. Et puis j'étais gêné de rapporter ça. Le médecin m'a dit, vous allez l'aider à se déshabiller ou elle peut se déshabiller toute seule? Ma mère a entendu et a dit, je voudrais qu'il me déshabille. Je l'ai déshabillée. Je l'ai aidée à monter. Elle s'est allongée. Le médecin m'a dit non, il faudrait qu'elle soit encore plus dévêtue. Gardez-lui seulement sa culotte et son soutien-gorge. Je lui ai retiré sa combinaison, sa jupe. Elle était un peu offerte. Pour la première fois depuis très longtemps, je voyais le corps de ma mère. Son soutien-gorge s'était dégrafé tout seul et commençait à tomber. Elle n'avait plus de poitrine, elle avait comme deux grandes assiettes plates qui pendaient de chaque côté. Un bras pendait lui aussi, l'autre était posé à la hauteur du ventre. Je voyais, débordant de sa culotte, des paquets de chair. Il y avait une large déformation à la hauteur des hanches. Les jambes étaient entr'ouvertes et puis bizarrement tordues vers le bas. Elle avait commencé à me sourire, voyant que je la regardais, puis petit à petit, ses paupières s'étaient abaissées. J'étais revenu vers le médecin. Je lui avais dit, ça y est, elle est prête. Il s'était levé, l'avait regardée, s'était arrêté. Ensuite, il m'avait regardé, moi. Il m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec votre mère? Je ne sais pas, que vous l'examiniez. Je n'ai rien à examiner, monsieur. Pourquoi? Vous avez déjà vu ce qu'il y a, mais votre mère est vraisemblablement un peu sénile déjà. Vous le voyez comme ça, sans avoir besoin? Je n'ai aucun besoin. Votre mère a quel âge? Je crois 80 ou un petit peu plus. La position qu'elle a prise là, vous l'avez aidée à s'allonger, mais cet abandon, ce sourire qu'elle a, les paupières fermées, elle dort là en ce moment. Vous êtes sûr? Elle dort en ce moment. Elle dort souvent. Vous savez ce qu'elle fait? Mettez-lui la couverture, venez avec moi. Elle est où, votre mère? Elle est dans une maison, dans une pension. Elle y est bien. Elle est bien nourrie, elle peut se promener, elle a tout un confort, une grande tranquillité qu'elle n'a jamais eue de toute sa vie. Je viens la voir souvent, je la prends chez moi de temps en temps. Et vous parlez avec elle? J'ai parlé avec elle. Et c'est censé? Pas toujours.
Mais un petit moment seulement où toute la journée, ça... Je ne la vois pas toute la journée, mais... Elle a des gestes qui vous surprennent. Elle aime se mettre sur mes genoux. Ah oui. C'est bien ce que je vous ai dit. Elle ne vous dit pas des choses extravagantes. Si ça lui arrive. Lesquelles? Oh ben elles sont extravagantes, c'est pas la peine de les dire. Oui. Non, rhabillez votre mère. Je ne peux rien faire. Nous serons peut-être ça un jour. Je ne me le souhaite pas et je ne vous le souhaite pas. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça va aller de pire en pire. Faudra la nourrir parce qu'elle ne saura pas où et comment saisir sa cuillère, sa soupe, dans quel trou le faire rentrer tout ça. Elle va faire sur elle. C'est la déchéance. Ouais. Il faut lui souhaiter un accident. Un bon accident cérébral ou cardiaque. Je vais seulement m'assurer de son cœur. Permettez. J'étais à la fois révolté et extrêmement ennuyé. Il s'est redressé, il m'a dit « Elle a un cœur très bon. Dommage. » J'ai secoué tout doucement ma mère. Je lui ai dit « Maintenant, il faut qu'on se rhabille. Allez. Où je suis? Tu étais chez le médecin, il t'a examiné, ça va bien. Tout est bon pour toi. Je peux encore avoir des enfants. Chut, tais-toi. » Je l'ai aidé. Passer les bords, accrocher ça, remettre le soutien-gorge, le corsage, la jupe, le pull vert, la veste, les chaussures, mon sac, voilà ton sac. On est revenu vers le médecin. Elle allait s'asseoir, croiser les jambes, se mettre à parler avec lui. Je lui dis non, tu sais, monsieur a beaucoup de travail. Pourquoi? Alors, comment vous trouvez mon fils, docteur? Vous savez, c'est un grand coquin, mon fils. Bon, ça y est, maman, on sort, viens. On s'est retrouvés dehors, dans un café. Tu veux un thé? Oui. Tu ne veux pas passer aux toilettes? Non. Tu es sûr? Oui. Un thé, un café, cigarette. Tu veux essayer de fumer une cigarette? Oui, je veux bien. Elle a fumé une cigarette. Elle était belle. Elle était encore belle à 80 ans. Sûrement qu'elle pouvait encore avoir des enfants dans sa tête. Elle avait croisé une de ses jambes. La jambe était belle. La chaussure au bout tout doucement bougeait. À un moment, elle m'a dit « Je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes. » Eh bien, dépêche-toi, viens, je t'y conduis. Il a fallu que je rentre avec elle dans les toilettes. On est ressorti, elle était contente. On rentre? Oui. Tu crois que ton père nous attend? Oui, mon père nous attend. Oui. Viens. Elle est rentrée dans la voiture. Elle s'est assise et elle a recommencé. Je peux avoir des enfants. J'aimerais avoir des enfants, mais ton père, il est impuissant depuis très longtemps. Oui. Il faut laisser le père comme il est, je lui ai dit. Ce soir, tu vas aller te reposer. On le verra demain. Ce soir, on rentre à la maison, là où tu étais tout à l'heure. Viens. Et si tu veux, si tu peux, repose-toi. C'est pas la peine de tout le temps parler. J'étais lessivé. Je l'ai reconduite dans sa chambre. Je l'ai aidée à se déshabiller, mise au lit. Elle s'est endormie tout de suite. Je suis reparti. Peu de temps après, le père de Cécile venait à la maison. Il voulait connaître l'état de ma mère. Je lui ai dit que ça allait parfaitement bien. Ma mère était plus jeune que lui. Lui, il terminait toujours ses phrases par « ça fait ça comme ça ». Quand on parlait un peu trop longtemps avec lui, on était pris du même tic. Nous aussi, nous terminions nos phrases « vous savez, ma mère, ça fait ça comme ça ». Il ne remarquait rien. Nous étions gênés. À la fin, nous en sourions. Je ne lui ai pas dit que ma mère était un peu handicapée, mais je lui ai dit de temps en temps, ma mère n'est pas comme vous, vous savez. Et pourtant, c'est vrai, elle est plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quelques tout petits problèmes, presque rien, mais on est en train de la soigner, et ça, c'est très bien. Il était ravi. Venir nous voir pour entendre que ma mère était plus mal, ça valorisait son voyage. Ça valorisait sa résistance, son courage. Après tout, pourquoi ne pas faire ça?
Je lui ai fait croire que ma mère avait de temps en temps des absences et que c'était la raison pour laquelle j'avais été obligé de la faire rentrer là, dans une pension. Qu'elle se trompait en faisant sa cuisine. Moi, je me trompe jamais. C'est justement ce qui est bien avec vous. Justement, c'est ce qui est bien. Peu après, un coup de téléphone m'a appris que ma mère avait eu un accident. Elle était tombée dans sa chambre, montant peut-être sur une chaise, et on avait dû la conduire à l'hôpital, casser le fémur. Je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai vue. Elle était là, toute changée. Je lui ai dit, c'est moi. Je suis là, ça ira mieux maintenant. Je vais aller voir le médecin. Qu'est-ce que tu t'es fait? Elle me disait, Monseigneur. Je lui ai dit, mais non, je ne suis pas un seigneur. Je suis Fred, Freddy, le petit, le môme. C'est moi. Tu reconnais ma voix? Maman. Je vous remercie, Monseigneur. Je suis sorti, j'ai demandé à voir le médecin. J'ai su que ma mère avait perdu la tête, brusquement. Que ça allait revenir par étincelle, mais qu'elle allait plutôt vivre de l'autre côté. Pourquoi? Le choc. Quel choc? Cassé. Quoi? Le fémur. Mais vous pouvez l'opérer? Non. Pourquoi? Grave maladie. Laquelle? Les os. C'est vrai, Paget. Ma mère avait un Paget. Alors, pour elle, c'est le lit jusqu'à la fin, sûrement. On ne peut rien tenter. Non, rien. Mettre la jambe en extension, c'est tout. Mais vous croyez qu'elle pourrait retourner à la pension où elle était? Certainement pas. Mais alors c'est quoi? C'est l'hôpital. Mais alors c'est l'hôpital pour 2 ans, 3 ans? Bah, ça sera un autre hôpital. Un hôpital pour ces gens-là. Et ne soyez pas effrayés, votre mère ne peut plus... Ne peut plus quoi? Votre mère ne contrôle plus rien. Bon Dieu. Je l'ai menée il y a quelque temps. Chez un médecin qui m'a dit que son cœur était très bon. Vous pouvez me confirmer ça? Elle a un cœur excellent. À mon tour de dire merde. Enfin, de le dire pour moi. Je souhaitais qu'elle ait un cœur qui se mette à déconner. Je revenais dans la chambre. Je soulevais un petit peu les draps, c'est sûr. Ma mère faisait tout sous elle. Quand elle a vu que j'avais soulevé les draps, elle a glissé une main. Elle a voulu mettre la main là-dedans. Je lui ai dit, non, 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 ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça, laisse tes bras dessus. Je ne voulais pas que ma mère, devant moi, sorte. Écoute, tu peux faire un tout petit effort. Écoute-moi, non, regarde-moi. Elle tournait la tête dans tous les sens, elle regardait au plafond, vers la fenêtre, vers la porte. Regarde-moi, je lui ai pris le menton, je l'ai tenu. Regarde-moi, bon Dieu. Regarde-moi, fais attention. Ce qui arrive pour toi est très embêtant. Si tu peux retrouver un petit peu la tête, les yeux, les oreilles. Je te parle, je te parle. Tu me reconnais? Oui. Alors tu vois que tu me reconnais. Je suis Alfred. Je ne suis pas Alfred, je suis Fred. Non, tu es Alfred. Il faut t'occuper du petit. Oui, oui, je vais m'occuper du petit. Oui. Tu es un petit peu fatigué. On va t'apporter à manger. Ça ira mieux demain. Je suis parti sur la pointe des pieds. Quand elle m'a fait un signe de la main, elle l'avait foutu sous les draps et ressortie après. Elle était pleine de merde. Tant de lutte, tant de bataille, tant de résistance de sa part. Je roulais sur le grand ruban de la route. Je me souviens aussi quand j'étais allé voir mon père. Le même état, la même descente, la même dégringolade. Tout à coup, la tête qui a lâché. Comment se fait-il que leur tête, d'un seul coup, pète comme ça? Mon père, ça avait été assez vite. Ma mère, ça risquait d'être beaucoup plus lent. Ne pas dire ça à Cécile, ne pas amener Cécile à l'hôpital. J'étais certain, et ne pas dire ça au père de Cécile. Lui, pendant un temps, non pas il se régalerait, mais il se nourrirait de ça en se disant « Moi, ça ne m'arrivera jamais, je ne quitterai jamais la maison, je n'aurai jamais ça. » Mais il pouvait lui arriver lui aussi de glisser et de se mettre à fabriquer ce qu'il aurait et à l'avoir vraiment. J'ai dit à Cécile que ma mère était évidemment très basse. Le lendemain, je suis redescendu. C'était pas pire, c'était pareil. J'ai eu droit aux 2 mains. On la nourrissait, elle ne pouvait plus arriver à trouver sa bouche. Quelque temps après, elle devait quitter cet hôpital pour aller dans un autre.
Enfin, il a eu une place définitive quelque part. Je travaillais. Je réussissais à dessiner pendant ce temps-là et Cécile à graver. On se disait, il faut tenir le coup. Ces choses, quand elles arrivent, ce n'est pas seulement parce que les gens n'ont pas eu une ligne de vie. C'est parce qu'à un moment donné, ça craque, ça dérape, ça fout le camp. Ça fout le camp toujours vers la faiblesse qu'on avait. Je n'étais pas sûr d'avoir une faiblesse là-haut dans le crâne. Ma mère en avait une. Mon père en avait une. Cécile n'en a pas. Le père de Cécile en a une. On est deux, on doit tenir. On ne doit pas se lâcher, on doit se soutenir. Cécile a dit, on est déjà des vieux. Non, on n'est pas déjà des vieux, mais on doit faire attention à tout ce que l'on met en route, à tout ce qui nous arrive. Ça se fait dès maintenant. On doit dès maintenant mettre les barrières. J'avais une grande gueule, mais l'application, elle était plutôt difficile. Cécile a été très marquée par ma mère. Elle a quand même voulu la voir une fois, dans l'autre hôpital. Ma mère pissait sur elle. On était venus avec des gâteaux. Elle aimait les religieuses. On lui avait amené. Elle ne pouvait pas les prendre. C'est moi qui les lui faisais manger, je les tenais. Puis tout à coup, après avoir avalé une grande bouchée, elle a dit « Et maintenant, la pisse !» Et elle s'était pissée sur elle. Et maintenant, j'ai dit « Tais-toi !» J'ai dit à Cécile « Sors, c'est pas la peine que tu vois ça. » Cécile n'est pas sortie. Ma mère a fait ça, ma mère a mis ses mains. Ma mère avait besoin de mettre ses mains là-dessous. Ça me rappelait ce qu'avait dit une personne qu'on avait rencontrée avec Cécile, qui était un imprimeur. Sa mère, chez lui, à la fin de sa vie, encore valide, droite, rien de cassé, se mettait à chier dans les tiroirs. Quand il rentrait le soir du boulot, il ouvrait les tiroirs et il trouvait des étrons à droite et à gauche dedans, dans le linge. Pourquoi les vieux font ça? Pourquoi, à un moment donné, on amène les vieux à pouvoir faire des choses comme ça? Cécile disait, il faudrait crever. Je disais, il faudrait qu'on évite qu'on ait ça, en tout cas, oui. La mère est morte. On m'a téléphoné. C'est arrivé d'un coup. C'était, pour moi, la bonne échéance. Je ne l'ai pas vue dans son lit, je l'ai vue là où on les mettait, dans une petite morgue. Elle était belle, toute blanche. J'ai eu envie qu'on lui fasse une messe. C'était en pensant à sa mère, ma grand-mère. Je suis allé voir le curé. Je lui ai dit, je vous demande de faire demain une messe, il n'y aura que ma femme et moi. Nous allons ramener ma mère à Paris. Voulez-vous faire quelque chose de très simple? Mais j'y participerai. Cécile est venue le lendemain. Ma mère a été mise dans la bière. Cécile a été très marquée par le visage de ma mère. Elle me disait, elle a une tête superbe. Elle est devenue très très belle en mourant. Puis un peu plus bas, plus loin, elle m'a dit, c'est un véritable dessein à toi. J'ai dit, je te remercie. C'est vrai qu'elle est belle. Elle a eu une messe toute simple. Cécile et moi debout. Ça n'a duré que 10 minutes. Ensuite, on l'a hissée dans une voiture. Et je suis parti à Paris tout seul. Cécile est rentrée à la maison. On l'a enterrée toute seule, elle et moi. Et l'annonce de la mort de ma mère au père de Cécile n'a été un choc que parce que je le lui ai caché. À lui, le père, Jules. Je lui ai dit quelque temps après, vous savez, ma mère a été très fatiguée et puis elle a eu un accident. Il m'a dit, mais vous l'avez enterrée sans me le dire? Sans vous le dire, oui. Je ne crois pas que il aurait été bon que vous veniez à son enterrement. Pourquoi? Mais vous savez que moi je vais aux enterrements. Oui, mais c'est comme si vous y étiez allé. Vous étiez avec Cécile? J'ai pas pu dire non, j'ai dit oui. Et puis il y avait du monde. J'ai pas pu dire non, j'ai dit oui. Quand je suis sorti, je me suis dit, j'ai certainement fait quelque chose de très mal. Ma mère aurait voulu avoir du monde à son enterrement. J'ai fait ça entre elle et moi, mais vraiment, elle était morte. Je l'ai fait comme pour une morte. Je ne l'ai pas fait en pensant qu'elle avait été vraiment une vivante. Et
qu'est-ce qu'elle avait été vivante. Bon sang, qu'est-ce qu'elle a pu résister. Qu'est-ce qu'elle a pu avaler et tout ce qu'elle a pu porter. J'ai pas fait un bel enterrement. Oui. J'ai pas fait l'enterrement qu'ordinairement on fait pour tout le monde. J'ai fait un enterrement pour personne. J'étais dans l'atelier. Le père de Cécile est entré. Il m'a dit de loin, en s'arrêtant à la porte, « Freddy, je peux rentrer ?» Oui. Je l'ai vu s'approcher, vieil homme, marchant à pas, serré, frottant le sol avec ses chaussures. Il avait encore sa canne à la main. Il la tenait devant lui comme un aveugle. Il est arrivé à ma grande table, à regarder ce qu'il y avait de posé dessus. Il secouait la tête. Je lui ai dit, « Asseyez-vous, mettez-vous là, près de la table ou près de la fenêtre. Vous avez bien dormi ?»« Je dors bien, monsieur, oui. Pourquoi m'appelez-vous, monsieur ?»« Comme ça, ça fait ça comme ça. Je peux vous poser une question? On peut parler? Moi, je veux bien, personne ne me parle. Non, ne dites pas personne ne vous parle, mais... Pourquoi dites-vous toujours ça? Ça fait ça comme ça. Je ne sais pas. Non, vous terminez toutes vos phrases en disant ça fait ça comme ça. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas bien ici. Ici, je me sens seul. Mais quand vous êtes chez vous dans votre appartement au 5e étage, vous ne voyez personne. Je ne vois personne parce que je ne peux pas sortir. À mon âge, on fait attention. Mais quand vous êtes ici, vous pouvez parler avec nous. Personne ne me parle. C'est pas vrai. Hier, on a parlé. Ce matin, on a parlé. Là, vous arrivez, vous me demandez, je peux rentrer dans l'atelier. Je vous dis, oui, rentrez dans l'atelier. Vous n'avez pas à me demander, est-ce que je peux rentrer dans l'atelier? Ici, vous êtes chez vous. Ah, vous dites ça, c'est facile. Quand on se sent pas aimé, vous ne vous sentez pas aimé? Monsieur, arrêtez de m'appeler monsieur. Freddy, oui, j'aime mieux ça. Ma fille m'a jamais aimé. Là, vous mentez. Je sais ce que je dis. Vous mentez. Pourquoi dites-vous ça? Vous avez eu tous les deux, et même tous les trois avec votre belle-sœur, que des problèmes. Mais Cécile, c'était une enfant. Elle subissait les adultes, vous et votre belle-sœur, les conflits, et tout ce qu'il y avait entre vous deux. Cécile ne savait certainement pas, en étant enfant, comment faire pour s'y prendre avec l'une et avec l'autre. Élevée à moitié en France, à moitié en Lituanie, comment voulez-vous qu'une enfant ne soit pas déchirée? Mais moi, je ne voulais pas qu'elle soit élevée en Lituanie. Ah, vous ne vouliez peut-être pas l'élever non plus à Paris. Ah, ne dites pas ça, on me l'a volée. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Jules, qu'on vous ait volé votre fille. J'ai toujours été tout seul. Oui, ça, vous me l'avez déjà dit. Vous auriez pu peut-être ne pas rester tout seul. C'est trop facile à dire. Pourquoi êtes-vous tout de suite coléreux? Soyons calmes tous les deux. Voulez-vous qu'on fume une cigarette? Je ne fume plus. Voulez-vous que je vous prépare une tasse de thé? Non. Avez-vous plus envie de parler avec moi qu'avec Cécile? Non. J'ai envie de vous dire, détendez-vous. Vous savez ce que c'est que d'être détendu? Non. Et d'être tendu? Non. Vous êtes toujours en train de dire non. Vous pensez trop. Vous êtes en train de remuer depuis des années. Combien d'années remuez-vous un tas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tas? Vous êtes ici, avec votre fille, avec moi, au calme. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'à marcher, lire le journal. Si vous voulez des livres, c'est plein de bouquins ici. Je ne veux pas lire vos livres. Mais je ne vous dis pas de lire tous les livres qui sont ici. C'est vous qui choisirez. J'ai même des livres en russe. Solzhenitsyn ne m'intéresse pas. J'ai Gogol, m'intéresse pas. C'est dommage, si j'avais Pouchkine, ça vous intéresserait. Ah, ça, oui. La prochaine fois que je vais à Paris, je vous achète Pouchkine. Pas besoin. Arrêtez. Écoutez,
Est-ce que vous voulez que je continue à travailler avec vous à côté et je vous sors une revue? Une revue où il n'y aura que des photographies. Je ne veux pas de photographies. Mais alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voulez? Je veux rien. Alors pourquoi êtes-vous venu dans l'atelier? Pour me voir? Pour me voir et pour vous asseoir près de moi et... Non, je suis venu dans l'atelier parce que je ne peux pas rester auprès de ma fille. Mais Cécile, elle est dans son atelier ou elle est dans la cuisine? Elle est dans son atelier. Pour elle, je compte pas. Mais c'est faux. Voulez-vous qu'on y aille tous les deux dans l'atelier? Vous verrez, elle arrêtera de travailler. C'est normal, c'est une femme. Elle a besoin de graver. Elle a toujours gravé. Ah ben, c'est ce qu'elle aime, c'est... Elle préfère graver que de me voir. Non, arrêtez, Jules. On n'arrivera pas. Quel âge avez-vous maintenant pour vous buter encore comme ça? J'ai 88 ans. Ben, vous savez, 88 ans, il serait temps de parler avec votre fille. Vous savez que Cécile vous aime? Non. Je vous dis, Cécile vous aime. Moi, monsieur, je vous dis non. Et pourquoi vous dites non? Parce que c'est comme ça. Ça fait ça comme ça. Je veux pas parler de ça. Ouais. Jules, il y a 20 ans, 30 ans, quand on était encore à Paris, on se voyait, vous parliez yiddish avec elle. Quand elle apprenait le russe, vous ne lui donniez pas des leçons, mais vous apportiez ici et là une rectification. Vous auriez pu lire tous les deux ensemble comme des exercices. Elle avait beaucoup envie de ça. Elle n'est allée voir personne, elle a pris des disques, une méthode, et dans son coin, elle retrouvait des mots, elle retrouvait des phrases qu'elle avait entendues en étant enfant. Elle aurait aimé apprendre le russe avec vous. Vous n'avez jamais voulu. Peut-être que, non pas aujourd'hui, vous allez pouvoir lui apprendre le russe. Elle le parle un peu, elle le lit bien. Ce qu'elle voudrait, ça serait parler de vous deux. Peut-être même qu'elle voudrait parler avec vous de votre femme, de sa mère. Vous savez, Cécile, elle me parle de sa mère. Je sais qu'il y a eu là, pour elle, un véritable coup de matraque. Vous devriez le comprendre, il n'y a pas que vous. Il y a aussi un enfant qui a été élevé sans mère et tiraillé entre deux êtres qui se déchiraient. Vous et votre belle-sœur, vous ne cessiez de vous faire la guerre. L'enfant était au milieu. Comment voulez-vous que Cécile ensuite soit gaie, soit ouverte? Mettez-vous un peu à sa place. Je ne me mets pas à la place de Cécile. Elle ne se met pas à ma place. Ah, vous vous trompez. Souvent, elle m'a dit que la vie pour vous n'avait pas été facile. Elle l'a compris, elle l'a su très tôt, même en étant enfant. Ce qu'il y a, c'est qu'un enfant ne peut pas... Moi, j'ai connu ça aussi. Entre mon père et ma mère, mais j'ai eu mon père et ma mère, il y avait des problèmes. Oui, mais ils étaient tous les deux. Oui, bien sûr, ils étaient tous les deux, mais moi, je voyais que c'était souvent la guerre. Oui, mais ils étaient tous les deux. Votre père, il avait une femme à côté de lui. Oui, sans doute que je ne comprends pas bien ce que veut dire vivre comme vous avez vécu. Je me fais une idée. J'imagine un homme de 30 ans, seul, avec un enfant à 2000 km de lui. Je suppose que cet homme-là aime son enfant. J'aimais ma fille, moi. Oui, je suppose que vous aimiez votre fille. Vous ne pouviez pas ne pas souffrir. Comment est-ce que vous passiez vos journées? J'étais à la boutique. Oui, c'est ça, mais dans la tête, vous n'arrêtiez pas. Non, je pensais un peu, puis je me disais... Vous vous disiez quoi? Que la vie aurait pu être autrement. Mais ça ne tenait qu'à vous. Non, ça ne tenait pas qu'à moi. Il y avait une fille, on l'élevait contre moi. Tout le monde me détestait. Je ne pense pas. Et si vous aviez essayé de parler franchement, ouvertement, comme on est en train de le faire en ce moment, ça ne sert à rien. Mais vous trouvez que ça ne sert à rien en ce moment? J'ai pas dit ça. Alors vous voyez qu'on peut. Moi je ne demande... Enfin je ne demande... Je veux pas mentir. Je suis ouvert à ce que vous pourriez me dire. Tout ce que vous pourriez me dire. Vous pourriez même me raconter des petites histoires. Ça ne me gênerait pas. Je pourrais continuer à dessiner. Vous ne m'avez jamais gêné.
Vous pouvez comprendre ça? Vous êtes ici, vous ne gênez ni Cécile ni moi. Ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, on se demande pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi reste-t-il dans son coin? Par exemple, il y a 2-3 jours. Pourquoi est-ce que vous avez levé les bras au ciel quand Cécile est arrivée? Et je me demandais si vous alliez lui rabattre ça sur la tête ou si c'était pour la supplier. La supplier de quoi? C'est pas vrai, j'ai pas levé les bras. Je suis tout seul, je m'ennuie, je sais plus quoi faire, je deviens fou ici. Mais il est possible que je vous raccompagne à Paris. Si vraiment ici vous êtes mal. Il y a une mauvaise ambiance. Mais il y a une mauvaise ambiance, elle vient de vous. C'est vous qui croyez qu'il y a une mauvaise ambiance. Et à la fin, il y a une mauvaise ambiance. On ne sait pas toujours comment nous y prendre avec vous. Cécile essaye de vous préparer quelque chose qui pourrait vous plaire, que vous ne mangez jamais parce que vous êtes seul. Vous ne semblez pas ni le remarquer ni l'apprécier. Bon, elle ne vous dit rien, mais elle essaye un autre plat le lendemain. Vous ne dites rien. Elle sort un livre, elle croit que ce livre-là, vous pourriez le regarder ou en parler après l'avoir lu. Vous ne touchez pas au livre. Je vous ai sorti il y a quelque temps, c'était peut-être idiot de ma part, un livre sur les pêcheurs dans la mer Baltique. Je m'en fous de la mer Baltique. Oui, mais Jules, on essaie de comprendre, et je ne vous dirai pas qu'on y arrive, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, Jules est russe, il faut qu'il y ait des livres russes. Après, on se dit, il est russe, mais il est lituanien. On va essayer de trouver des livres sur la Lituanie, de parler de la Lituanie. J'ai voulu vous faire écouter des disques l'autre jour. Vous n'avez pas voulu les entendre. Ça ne m'intéresse pas. Ah, ça ne vous intéresse pas, mais c'était des disques, des chansons yiddish. Pourquoi ne les avez-vous pas écoutées? Cécile les a chantonnées pour vous montrer qu'elle les connaissait, qu'elle se rappelait que vous les chantiez devant elle. Quand elle avait 9 ans, quand elle est rentrée, vous chantiez des chansons en yiddish. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être des petites berceuses, des petites choses comme ça. Ça plaisait à l'enfance, ça continue à plaire à Cécile. Elle a un passé, vous avez un passé. Moi j'ai un passé, oui, mais elle aussi a un passé. Non, moi j'ai un passé. Jules, il n'y a pas que vous. Votre moi, comme vous le dites, c'est vrai, il est important. Je n'ai qu'à penser à moi. Si je ne pense pas à moi, personne ne pensera pour moi à moi. Oui, je me demande si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Nous pensons de temps en temps à vous. Vous pensez sans doute de temps en temps à Cécile. Nous n'y pensons jamais à vous, avec agressivité. On y pense plutôt avec inquiétude. On se dit, si on était seul, et si on arrivait à 88 ans, comment est-ce qu'on ferait? Ça nous traverse quelquefois l'esprit, vous savez. Ce n'est pas une grosse question encore. On est jeune, mais on se sent pas tellement jeune. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre que l'on vous comprend un peu quand vous êtes dans votre 5e là-haut, dans votre chambre, comme je vous ai trouvé une fois, assis dans votre fauteuil, en caleçon, un caleçon long dont vous aviez coupé les jambes, des chaussettes toutes trouées. Ma fille n'a jamais raccommodé mes chaussettes, mais votre fille ne peut pas raccommoder vos chaussettes. Tout ce qu'elle peut faire, c'est vous acheter des chaussettes bien chaudes. Or, vous ne voulez pas des chaussettes bien chaudes, vous ne voulez pas des chaussettes neuves, vous voulez mettre toutes vos vieilles fringues. Alors ça, c'est vous, c'est votre goût, c'est votre envie. Vous ne voulez plus dépenser. À votre âge, on n'a plus envie de dépenser. Bon, très bien, ça, on l'a accepté. Je vous ai trouvé, vous étiez seul et vous me disiez, je suis toujours toute seule, je préfère crever. Un jour, on me trouvera ici, vous verrez, vous n'aurez pas eu de nouvelles de moi pendant 15 jours, 20 jours, 1 mois. Alors vous ferez défoncer la porte. Pourquoi? On ne défoncera pas la porte, on a une clé. Alors vous viendrez, vous ouvrirez la porte et je serai assis là dans ce fauteuil et il y aura une grande baffe blanche de plusieurs mètres qui sera dans toute la chambre. Qu'est-ce que vous allez me chanter, Gilles? Une grande baffe blanche. C'est ça. Ce sont des idées comme ça que vous avez dans la tête. Vous vous voyez seul, abandonné, mourant seul, c'est ça. Mais mon Dieu, Jules, on est là tous les trois. Ne pensez pas à ça. Si vous voulez, vous pouvez venir plus souvent. Je vais être très franc. Il est sûr que nous vivons comme des gens isolés. Vous vivez trop isolés.
C'est possible, mais ça changera, ça changera. Mais pour le moment, on a besoin de silence, de calme pour faire ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas ce que vous faites. On va pas recommencer. Vous savez très bien ce que je fais. Je dessine, j'écris. Cécile grave, Cécile aussi écrit. On passe des journées à ça. On aime ce qu'on fait. On ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait. Ça, je le comprends. Eh ben, alors ne nous faites pas la remarque qu'on vit mal ou qu'on vit. On vit comme on a envie ou besoin de vivre. Comme seulement nous pouvons vivre pour faire ce que nous voulons faire. Alors vous venez, on est content. On fait quelques petites promenades. On s'installe dans la cour. S'il fait beau, on lit le journal tous les deux dans la cour. On parle un peu. En disant on parle un peu, je devrais dire je parle beaucoup. Vous ne parlez pas. Jules s'est renfrogné. Il avait gardé son chapeau sur la tête. Sa canne était entre ses genoux, les deux mains posées sur le pommeau. Je le regardais. Il était en train de parler, pas à moi. Il se parlait. Ses lèvres remuaient. Elles devenaient brillantes. De temps en temps, il laissait passer sa langue. Il les humectait. Il avalait sa salive. Il continuait. Je n'étais plus là, plus devant lui. Il était dans sa chambre, peut-être, au 5e. Peut-être ailleurs. Peut-être s'imaginait-il dans la cour, sous le tilleul, tout seul, personne autour de lui en train de se dire « On me laisse tout seul, je suis toujours tout seul, personne ne s'occupe de moi, on ne m'aime pas, ma fille ne m'aime pas. » Si j'avais pu savoir ce qu'il disait. Quelques jours auparavant, justement, il était assis, sous le tilleul. Nous l'observions de la cuisine. Il faisait des gestes avec les mains. Il s'adressait à quelqu'un qui était sans doute devant lui.